What is up, family? We have another Patreon request. We got César et la guerre des Gauls. C'est pas. La République en crise. Republic in crisis. Caesar, right? César, oui. And the something, I don't know, something wars. Caligula. Document. All right, let's go. Documentary. Nous sommes en Gaule. Oh, c'est un jeu? Mais, attends. C'est un jeu? Nous sommes en Gaule, en 60 avant Jésus-Christ. Before Christ. That's a long time ago. À la croisée du monde celte et du monde germain, les troupes d'un peuple germanique appelé Suève ont traversé le Rhin. Emmenées par Arioviste, un chef de guerre aussi brutal que compétent, elles affrontent les Gaulois dans la bataille de Magetobriga. En effet, face à la menace de l'invasion, les Séquanes et les Édouins ont oublié leurs différends pour combattre sous la même bannière. Problème, Arioviste prend rapidement le dessus et les Gaulois se font écraser par l'envahisseur. Pour ces derniers, c'est donc un cauchemar qui prend forme. Des milliers, peut-être des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de tribus germaniques vont migrer sur leurs terres. Pourtant, les mélanges de populations se font parfois pacifiquement, comme chez les Gaulois belges où les Germains vivent en paix avec eux depuis longtemps. Mais d'autres fois, l'arrivée des peuples nordistes peut faire craindre le pire. Chez les Séquanes, chez les Édouins, cela ne fait aucun doute. Il faut appeler Rome à la rescousse pour repousser les intrus derrière le Rhin. Alors comment la superpuissance romaine va-t-elle réagir aux événements? Est-ce que les affaires des Celtes et des Germains la concernent? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à ces meneurs politiques. Crassus, Cicéron, Pompée, César. And the only one that I know about is César. That's it. Je connais rien de les autres. L'un d'entre eux va-t-il en profiter pour triompher en impérator et peut-être prendre le contrôle de la République? I feel like I'm watching a movie. And a really good game. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Si comme moi, vous passez du temps à étudier les stratégies militaires de César, venez chercher la suprématie sur Red Shadow Legends. Vous pourriez exprimer vos talents de guerrier et d'organisateur sur le champ de bataille comme dans l'arène. Yeah. The game is alright. It's alright. Graphique imparable et It's alright. les animations I tried it. en tout genre qui font de ce jeu un superbe passe-temps. J'y joue au parc, j'y joue sous les bords de Seine, j'y joue dans les transports. No, you don't. Que Napoléon n'aurait pas souffert de l'hiver russe avec de tels guerriers. Mais bon, l'important, c'est que Red a mis à jour sa plateforme. Dans la Tour Doom, il y a 2 nouveaux boss à affronter. Oui, le jeu, oui. Et ici, vous obtiendrez non seulement 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique, mais vous aurez surtout un champion Shonoru, utile pour remporter les défis de la Tour Doom. Bref, cliquez sur le lien dans la description Oh my goodness. et venez trouver vos bonus ici. Elles sont ouvertes Oh my god. That was a long ass explanation. au 1er siècle avant notre ère. Les migrations des peuples germains vers le monde celte provoquent des tensions parmi les Gaulois. Après Magetobriga, les Séquanes et les Édouins, complètement débordés, sont contraints d'appeler Rome à la rescousse. Mais la République latine a-t-elle vraiment un intérêt à s'ingérer dans les affaires de ses voisins? A-t-elle vraiment envie d'intervenir si loin? Pour bien saisir la réception de cet enjeu dans le monde romain, il faut étudier d'un peu plus près le quotidien de l'Italie, au 1er siècle avant Jésus-Christ. À l'époque où nous First parlons, century. les habitants de la péninsule vivent en république. Au sommet de l'État, on retrouve les patriciens. Cette sorte de noblesse de l'Antiquité sont des aristocrates, des héritiers de familles très anciennes dont les ancêtres remontent à la fondation même de Rome. Ce sont aussi des gens très riches. Ils possèdent des terres, ils possèdent des fermes, ils possèdent des campagnes entières sur lesquelles les esclaves, les paysans et les ouvriers travaillent. And now it's called the 3%. Le patriciat ne représente que 300 familles environ, mais le contrôle de la production agricole leur permet de régner sans partage sur le monde latin. En plus, parce que domination économique rime avec domination politique, les plus ambitieux des patriciens sont nommés à vie dans le Sénat. Ils discutent alors des affaires domestiques comme des affaires étrangères,
et leur statut politique semble intouchable. En plus, au 1er siècle avant notre ère, les patriciens contrôlent non seulement la République, mais aussi les voisins de Rome. Il y avait Carthage pour leur faire concurrence, mais Carthage est détruite en moins 146. Il y avait aussi Corinthe, ville très puissante de la Grèce antique, mais en moins 146... What the fuck? We'll do this. I don't know what the fuck. Les patriciens contrôlent non seulement la République, mais aussi les voisins de Rome. Il y avait Carthage pour leur faire concurrence, mais Carthage est détruite en moins 146. Il y avait aussi Corinthe, ville très puissante de la Grèce antique, mais en moins 146 également, la ville est incendiée puis rasée par les Romains. They sure destroyed everything back in these days, right? Like, literally everything that was built got destroyed. Like, almost everything. It was constant war, constant battles, constant fighting, thousands and thousands and thousands of dead soldiers. It was like, you know what? I'm glad I didn't live, I'm glad I wasn't around in those days. You know what I mean? Damn. Then Christ came along and he made the whole world better. Not really. Anyway, all right, let's check it out. Suite aux victoires, les patriciens et les sénateurs s'enrichissent encore plus. Ah, the 3%. Keep getting richer, while everybody else gets poor. Ils contrôlent les routes commerciales de Méditerranée, ils contrôlent la mer Égée, ils imposent des taxes aux quatre coins du monde. Oh, so it's those son of a bitches who started claiming land and taxing people. It's them. Bastards. Décidément, de l'extérieur, il semble que rien ne puisse inquiéter le patricien romain. Maintenant, regardons les conséquences de l'expansion romaine à l'intérieur du monde latin. Car si les patriciens représentent environ 300 familles, l'Italie compterait entre 1 et 4 millions d'habitants selon des estimations. Wow. Alors est-ce que tous ces gens profitent aussi des richesses de la guerre? Est-ce que l'argent gagné par le patriciat ruisselle jusqu'en bas pour Hell no. Hell no. que les pauvres en profitent? Never. En fait, c'est carrément le contraire qui se passe. Plus la République s'étend à travers le monde, plus les pauvres semblent frappés par la misère. Alors comment expliquer ce contraste économique? Because somebody has deep pockets. That's how you explain it. Deep pockets. Pour How do you say that in French? Deep pockets. Tu comprends? répondre à la question, il faut étudier la structure de la société romaine. Tous ceux qui ne font pas partie des 300 familles qui siègent au Sénat sont appelés la plèbe. The pleb. Certains plébéiens sont riches, comme les chevaliers et les notables. Les chevaliers reçoivent des propriétés foncières en l'échange de leurs services. Les notables, quant à eux, travaillent souvent dans les banques, dans les entrepôts maritimes, dans les services publics de la ville, comme les thermes ou les théâtres. Pour tous ces gens, la chute de Carthage et l'expansion de la République est plutôt une bonne affaire. It's a pretty good deal, yeah. En revanche, pour la quasi-totalité de la population romaine, c'est-à-dire les citoyens qui ont le droit de vote et les femmes qui ne l'ont pas, l'expansion territoriale ne les enrichit pas. La raison est plutôt simple. Pour environ 300 000 hommes adultes et sûrement autant de femmes, on trouverait entre 1, 2, voire 3 millions d'esclaves. Les esclaves ne coûtant pas très cher à leurs propriétaires, les plébéiens ont bien du mal à trouver un travail. Plus il y a de conquêtes militaires, plus il y a d'esclaves, plus il y a d'esclaves, plus il y a de chômage chez les hommes libres. Pire, comme tous les citoyens servent dans la Légion et comme le service militaire est de plus en plus long, les hommes s'absentent régulièrement de chez eux. Résultat, les fermes ne sont plus entretenues, les terres sont rapidement défrichées, les petits exploitants sont rapidement ruinés quand ils reviennent de campagne. Certains trouvent du travail chez les grands exploitants, mais comme ils sont remplacés par les esclaves, les plébéiens n'ont pas d'autre choix que de s'exiler vers la ville. Sauf que dans la ville, à part le chômage, la violence et la pauvreté, il n'y a pas grand-chose. Bref, la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ n'a rien du monde idéal que l'on s'imagine souvent. D'un côté, la plèbe frappée par la misère. De l'autre, l'aristocratie, la chevalerie et les notables qui profitent de l'expansion. Ces derniers vont-ils accepter de redistribuer les richesses? Ou la situation va-t-elle dégénérer pour sombrer dans la guerre civile? Yes, Civil War, baby. Yeah. Oh, I'm sorry. I shouldn't say that, but
Yeah, I'm all for it. I'm all for civil war. I'm surprised and shocked in 2025 what's taking so long. I'm waiting. I'm just sitting back and waiting. It's going to happen. I promise you, it will happen. Because all of this, what he's describing, is what's happening today still. Thousands of years later, it's still happening. You know, at some point, mankind has to say, listen, enough of this bullshit. Seriously, enough of this bullshit. How much money does a 3% need? And it's funny because we're still slaves today. Nothing's changed. If you work in 9 to 5, 40 hours a week, bringing home just enough to pay your bills, that you know if you don't work the next week, you're probably homeless. Guess what? You're a slave of the 3%. Nothing has changed. It's the same. Nothing has changed. It's crazy. Isn't that crazy? If you really truly think about it, this video, it could say 2025. And you'd be like, yeah, I agree. Yeah, that's bullshit. Yup, the poor keep getting poorer. The rich keep getting richer. This is ridiculous. No jobs, unemployment, not enough money. 2025. What has changed? C'est incroyable. Incroyable. Ah là là, le monde. Au 1er siècle avant notre ère, la pauvreté frappe la République romaine de plein fouet. Le patriciat, c'est-à-dire la noblesse de l'époque, contrôle la vie politique et économique. La plèbe, c'est-à-dire tous les autres, vit souvent dans la misère la plus totale. Cependant, comme nous le savons, la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ est une démocratie directe. En toute logique, si les masses sont frappées par la pauvreté, alors le mécontentement devrait s'en ressentir dans les urnes. En effet, les plébéiens se réunissent en assemblée locale, qu'on appelle comices, pour élire chaque année un tribun et 2 consuls. Les consuls promulguent la loi qui régit la vie de la cité. Les tribuns portent la voix du peuple pour influencer les consuls et le Sénat. Si les femmes et les esclaves sont exclus du processus, le système semble quand même démocratique. Oui. Néanmoins, il existe beaucoup de freins qui empêchent la plèbe de s'exprimer pleinement. Premier levier de contrôle, si toute la population masculine de l'Italie peut voter, elle ne peut voter qu'à Rome. À Rome, et nulle part ailleurs. Sur 300 000 électeurs potentiels, avait-on dit, on estime qu'à peine 30 ou 60 000 au grand maximum peuvent assumer les frais de voyage. Avec un tel niveau d'abstention, les élections sont faussées d'avance. Deuxième levier, l'origine sociale des gouvernants. Avant de prétendre candidater au consulat, il faut d'abord avoir été questeur, édile, puis prêteur. Impossible de parvenir au sommet du gouvernement sans avoir passé tous les échelons précédents. Et impossible de monter sur un échelon si l'on n'a pas d'argent pour financer une éducation. So the corruption of government was born before Christ and is still going on today. Si le questeur est un comptable, alors il faut savoir compter. Si l'édile est un administrateur, alors il faut savoir écrire. Si les prêteurs rendent la justice, alors il faut connaître le droit. Le cursus honorum, comme on appelle le parcours que doit suivre tout citoyen pour devenir consul, est un cursus élitiste. Autrement dit, aucun membre de la plèbe, à part ses minorités les plus riches, ne peut accéder au sommet de l'État. En plus de l'abstention, la reproduction sociale des élites est un moyen très efficace pour protéger les intérêts du patriciat. See how they controlled everything already? They're already beginning to understand, okay, this is how we're going to do this. This is how we're going to just take over the world, take over people, and they're going to do what we want them to do. They're going to do what we say. Already back then. Yeah, no. Alors que reste-t-il aux masses pour s'exprimer en politique? Peut-être le tribun de la plèbe? Ce dernier est élu pour un an. N'importe qui peut prétendre à la fonction. Il peut lancer un plébiscite pour faire passer une loi. Cependant, le Sénat protège encore ses intérêts. Par Senatus Consult, il contrôle non seulement les projets de loi du tribun, mais exerce aussi une très forte influence sur les consuls. Bref, même si chaque homme majeur a le droit de vote, la politique romaine est complètement verrouillée par le haut. Néanmoins, l'élite a quand même besoin du vote des plus pauvres pour établir un gouvernement. Avec un schéma simple, essayons de comprendre les rouages de la vie politique sous la République romaine.
It's all the Romans' fault. They started all this mess. Première chose à savoir, avec l'influence de la religion et l'absence d'éducation, il n'y a pas encore d'idéologie politique au sens moderne. La gauche et la droite n'existent pas. Il n'y a pas de parti. Plutôt, les conflits politiques obéissent à un format plus subtil. Maybe there should have never been a left and right. Now that I think about it, maybe it should have never been split. En haut de la pyramide, il y a toujours les patriciens. This way we could all hate them equally. Ces grandes familles d'aristocrates sont en concurrence les unes contre les autres, si bien que pour placer leurs pions au sommet de l'État, elles cherchent à capter le vote des citoyens en les recrutant dans leur clientèle. Clientèle, sous la République romaine, c'est un groupe de citoyens plus ou moins fidèles qui promet son vote à un aristocrate. Et bien sûr, plus la clientèle d'une famille est nombreuse, plus la famille est puissante. Alors comment convaincre les Romains de rejoindre une clientèle ? Comme toujours dans l'histoire, le moyen le plus simple de remporter les élections, c'est d'avoir de l'argent. Nothing's changed. Nothing. Comme la plupart des citoyens sont pauvres, C'est incroyable. les riches achètent tout simplement le vote. Avec un peu de pain, avec un peu de monnaie, avec un panier garni qu'on appelle la sportule, les aristocrates obtiennent rapidement des promesses de vote. Le candidat peut aussi promettre des jeux au cirque, il peut construire des théâtres, il peut dilapider l'argent public dans des projets complètement inutiles pour se faire remarquer. Useless projects. Il y a aussi la gloire militaire. Dans la psychologie collective, c'est forcément être soutenu par les dieux. Si l'on remporte une grande bataille, si l'on revient victorieux d'une campagne, si l'on repousse un envahisseur loin des frontières de la République, c'est que le ciel vous confère un droit naturel pour diriger sur Terre. En plus, si chaque citoyen a le droit de vote, il a aussi le devoir de servir dans la Légion. Résultat, les liens entre les militaires et le corps électoral sont extrêmement forts. Quand un général est assez malin pour entretenir ce lien, il devient vite le favori des élections. En revanche, puissance financière et gloire militaire ne font pas tout. Pour les patriciens qui n'ont ni argent ni passif sur le champ d'honneur, il est aussi possible de promettre des réformes. Réforme économique, réforme politique, réforme judiciaire. Ouais. Jurer d'améliorer le quotidien des Romains est une stratégie encore plus efficace que les deux précédentes. Car dans un contexte où la pauvreté augmente, les promesses de pain, les promesses de victoire, elles ne sont pas aussi efficaces que les promesses de réforme. What about the promises to lower taxes and make affordable housing and to make property tax go down and to make utility bills go down? I swear they say that every year at the elections. Every single year I hear this same bullshit from a governor, from a mayor, from a president. I hear the same shit every year. We're going to lower things for you. We're going to make life easier for you. When are we going to learn? Le problème, c'est que le changement menace directement la classe dirigeante. Rapidement, face aux candidats qui sombrent dans la démagogie, la riposte s'organise. Ainsi, la classe politique romaine se divise en deux camps. Ceux qui proposent des réformes sont appelés les populares. Ceux qui veulent maintenir les choses en l'état sont appelés les optimates. Populares, qui veut dire populaire en latin. Optimates, qui veut dire meilleur. Soit la République redistribue ses richesses, soit la République ne récompense que ses meilleurs citoyens. Et bien sûr, entre les deux factions, aucun compromis n'est possible. La clientèle populares affronte la clientèle optimates. La violence, puis le chaos s'emparent de la capitale. Et voici donc à quoi ressemble la vie politique romaine au 1er siècle avant notre ère. La misère aux quatre coins du pays, un système politique complètement verrouillé par le haut, des citoyens divisés au bord de l'affrontement général. Chaque jour, et chaque jour un peu plus, la République s'approche de l'implosion politique. Dans l'esprit de beaucoup de citoyens, il va de soi que le système doit changer rapidement. La seule question qui se pose, c'est comment ? Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'expansion rapide de l'impérium, c'est-à-dire le territoire contrôlé par la République, augmente la misère et la pauvreté en Italie.
Réaction. La politique se divise en deux camps. Les populares, qui veulent partager les richesses, les optimates, qui veulent maintenir les choses en l'état. It's amazing that a group of people could get together and say, I want to keep everything the way it is. Everything is beautiful. Everything is running beautifully. We are filthy rich and everybody else is filthy poor, and I don't see any reason to change that. And here we go. Turn it into a civil war. Of course. En moins 82, la lutte entre les deux factions tourne à la guerre civile. Voilà. Un populares appelé Marius affronte un optimates appelé Sylla. Manque de chance pour le premier, c'est le second qui l'emporte. Sylla mène alors une répression terrible contre les opposants. Les chefs de file populares sont pourchassés. La plupart sont exilés ou exécutés sans jugement. C'est à ce moment qu'une famille très puissante de Rome, qu'on appelle les Jules, se fait persécuter par le pouvoir. Le jeune César, qui n'a alors que 20 ans, doit fuir la capitale en moins 80 pour éviter les ennuis. Ruiné, il s'engage dans l'armée mais conserve un désir de vengeance au plus profond de lui. En revanche, pour d'autres personnes plus proches des optimates, la dictature de Sylla est une opportunité fantastique. Avec la crise déclenchée par la guerre civile, un aristocrate appelé Crassus en profite pour s'enrichir sur le dos des opprimés. Si les opposants politiques sont chassés de leur maison, si les femmes et les enfants sont expropriés, si les soldats tuent les ennemis de l'État, alors Crassus peut racheter leur logement à prix cassé. Il attend un peu que les cours remontent, puis revend son nouveau patrimoine au plus offrant. La spéculation immobilière, version antiquité, fait de lui l'homme le plus riche de Rome. Et comme nous l'avons vu, de puissance financière à puissance politique, il n'y a qu'un pas. Aussi, Crassus finance n'importe quel candidat pourvu qu'il défende ses intérêts. Optimates, populares, complot, assassinat, tous les moyens sont bons pour protéger les intérêts de sa famille. Autre gagnant de la dictature, en moins 79, Pompée reçoit pour mission d'écraser les populares en Hispanie. Voilà l'autre. Remarqué pour ses talents de stratège, il repart en croisade en moins 65 pour détruire les pirates qui ruinent le commerce. Ne sachant pas s'arrêter, il combat aussi le royaume du Pont puis continue sa route jusqu'à Jérusalem. En 63 avant notre ère, Pompée devient Pompée le Grand et s'impose comme un cador de la politique romaine. Si Crassus représente la puissance financière, Pompée symbolise la gloire militaire et la preuve que les dieux lui confèrent la vertu pour diriger les hommes. Et puisqu'il est ambitieux, il compte bien se constituer une clientèle aussi grande que fidèle. De retour de campagne, il demande des terres en Campanie pour ses soldats et demande des avantages politiques pour les villes qu'il a conquises. S'il réussit, il aura non seulement une réserve de citoyens fidèles à quelques kilomètres de Rome, mais aussi des habitants reconnaissants dans les provinces d'Orient, qui à l'époque sont les plus riches du monde connu. Problème, entre Crassus qui corrompt la politique et Pompée qui devient trop puissant, le Sénat prend peur et se défend. Profitant d'une conjuration contre l'État, qui sont monnaie courante à l'époque, le philosophe Cicéron reprend le pouvoir en main. Acclamé par les sénateurs qui l'encouragent à se montrer sans pitié contre les conjurateurs, le penseur n'y va pas de main morte. En moins 63, les suspects sont capturés, enfermés, puis exécutés sans jugement. Pour ainsi avoir sauvé le Sénat, Cicéron est proclamé père de la patrie romaine. Confiant, il fait peur à Crassus, qui avait soutenu nombre de candidats subitement exécutés par le philosophe. À Pompée, il refuse les terres pour ses vétérans et les droits politiques pour les villes d'Orient. En quelques mois, Cicéron replace le Sénat au cœur de la puissance romaine. Mais Crassus et Pompée n'ont pas dit leur dernier mot. D'habitude concurrents, les deux hommes décident de faire la paix. Le premier représente la puissance financière, le second représente la puissance militaire. Si ces deux choses ne suffisent pas, c'est donc qu'il faut monter le peuple contre son élite en proposant des réformes. C'est là que le jeune César revient sur la scène. Un peu plus tôt, nous avions dit que sa famille fut persécutée. Après la mort de Sylla, César revient à Rome avec un désir de vengeance contre l'injustice. Il aimerait commencer le cursus honorum, mais il n'a ni argent, ni passif sur le champ de bataille. À court de solutions, il fait campagne en promettant des réformes. Plus de pain
pain pour le peuple, plus de terres pour les paysans, plus de droits pour les provinciaux. Rapidement, César devient questeur en -69. Bien sûr, les discours populares sont très dangereux à Priscilla. Mais avec la haine qu'il anime vis-à-vis du Sénat, Crassus y voit un soutien potentiel. Il finance alors le jeune homme et ce dernier devient édile en -65. Habile, au moment où Cicéron commence ses purges contre les opposants, César est élu grand pontife du Panthéon romain. Grand pontife, ou Pontifex Maximus, c'est un rôle extrêmement important sous la République. Interpréter les présages, interpréter le climat, communiquer directement avec les dieux. Les occupations religieuses de César lui confèrent un statut d'intouchable. Ainsi, en -62, il est peut-être l'un des tout derniers populares. Échappant aux griffes de Cicéron, il devient préteur. Becoming more and more and more powerful. Aussi, puisque l'ennemi de mon ennemi est toujours mon ami, Crassus et Pompée décident de conclure une alliance avec César. L'accord, qu'on appelle le premier triumvirat, consiste en deux choses. Premièrement, Crassus et Pompée soutiennent César dans sa candidature pour devenir consul. Ensuite, une fois les élections remportées, le Jules protégera les intérêts de ses soutiens. Ensemble, les trois hommes représentent un danger de premier plan pour le Sénat. Puissance financière, puissance militaire, puissance populaire. Cicéron doit trouver le moyen de réagir rapidement. Voici donc dans quel contexte l'appel des Gaulois contre les Germains arrive à Rome. Mais quelle sera la réaction des Romains? Est-ce vraiment le moment pour le Sénat, pour Cicéron, pour Crassus, Pompée ou César de s'intéresser aux affaires extérieures? Peut-être, car si l'un d'entre eux remporte une écrasante victoire contre les Germains, il serait sûr et certain de remporter les élections. Une action d'éclat, juste avant d'appeler les Romains aux urnes. Il n'y a rien de plus efficace pour faire basculer un suffrage. Alors que va faire César? Prendre les armes? Négocier la paix pour éviter que ses concurrents ne gagnent en popularité? Ce qui est sûr, c'est que les affaires des Celtes commencent à l'intéresser. Comme s'il était déjà convaincu que très bientôt, le destin l'appellera en Gaule. Oh. Again, very well done. Very well done. The explanation is perfect, but to me, this is shocking. I mean, nothing has changed. Nothing has changed. Everything is crooked. Everything is corruption. Everything is how can I gain a level over you? You know, how can I overcome you? That you're in my way. You know what I'm saying? How do I just bypass you and either kill you, beat you, whatever? There's always, I have to be the most powerful. You know what I mean? And certainly never give up the riches. You know what I mean? Everybody else should just be poor, and very, 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 very little amount of people should just be. I don't even want to use the word rich. Super rich, ridiculous rich. We have people today in 2025 that are almost trillionaires. Yeah, that's with a T. Trillionaires. Trillionaires. I mean, how did that happen? How does that occur? Because somebody worked very hard and somebody else didn't? You telling me the poor guy who works, I don't even know, man, who works at a welding company, you know, where they have to like create massive, or concrete business where they create concrete for bridges, and you know, where they construct all. You think these filthy rich trillionaires work harder than them? No, they don't. But money makes money, and that's the problem. Money makes money. So I don't know how it's just, we're just following the script that was introduced by the Romans, and nothing has changed. Now, I know we've had some civil wars, but I think we need to do better. Clearly, it wasn't enough. We need to do better. We need to do better, because clearly it hasn't registered to the top dogs.
They got it all figured out. As long as I hate you and you hate me, both of us will forget to hate them. Tu comprends? It's true. Anyway, it's very interesting, and yeah, I can't wait to see what Caesar does next. We'll see what he does next. 8 parts. Wow, that's a lot of explanation. That's a lot of explaining. But I guess eventually we'll get there. Problem is, I have to remember where I left off. Like I have to do a video soon called Heroes something. It's been so long. I have to now watch the first one as a recap. Just quickly go through it so I can remember. So anyway, interesting video, without a doubt. Interesting video. It's just amazing how man was back in those days. Just back in those days, man. All these wars, all these battles, no fear. The men were just animals, just straight up animals. Kids, women, who cares about them? It's all about killing and war and power. It's just wild the way we think. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.